militer en milieu hostile. On a avec nous Jade Lamalchi, directrice générale de l'Auberge des Migrants, Juliette Delaplace, administrative de la plateforme de soutien aux migrants, et Léa Biteau du Secours catholique de Calais. Et donc, c'est des associations qui interviennent à Calais. Et avant de leur passer la parole, déjà, je voulais vous dire, donc on est dans le cadre du Café CAC, mais on est un peu trop nombreux pour faire notre système habituel où chacun dit un mot, un chiffre du mois dernier, quelque chose qui l'a marqué. Mais si vous voulez nous en faire part, vous pouvez l'inscrire dans le chat, et puis surtout nous dire d'où vous êtes et voilà, nous donner quelques infos sur vous dans le chat. Et puis on va donc parler aujourd'hui de la situation des associations à Calais avec nos 3 intervenantes. Et avant de leur passer la parole, je voudrais juste vous rappeler que Calais, c'est quand même l'endroit où depuis plus de 25 ans, c'est le lieu de toutes les politiques d'inhumanité vis-à-vis des personnes exilées, avec des conséquences absolument dramatiques pour les personnes, puisque l'année 2024 apparaît comme la plus meurtrière dans cette région, avec 89 personnes qui sont décédées sur cette frontière, et la plupart en cherchant à traverser la Manche. Cette politique d'inhumanité, elle se traduit depuis des années par des tas de façons de faire, et notamment une lutte contre ce qui a été appelé des points de fixation. C'est un terme qui a été employé dès 2002 par Sarkozy, lorsqu'il a décidé de fermer le centre de Sangatte, qui avait été ouvert en 1999. Finalement, c'est une vieille histoire, cette lutte contre les points de fixation, qui consiste à traquer chaque lieu de vie informel, démanteler les campements, détruire les tentes et les sacs de couchage, confisquer les affaires personnelles. Ça a été aussi cette lutte contre les points de fixation à l'origine d'une série d'arrêtés municipaux et préfectoraux contre la distribution d'eau et de nourriture, qui vient, dont l'illégalité vient d'être confirmée il n'y a pas très longtemps. Donc la lutte, là aussi, a été longue. L'illégalité a été confirmée là, je crois, en mars ou en février 2025. Enfin, vous nous le raconterez peut-être. Cette lutte, elle est à l'origine d'une répression aussi continue des militants et des associations qui sont sur le terrain, avec par exemple des amendes pour plein de raisons, pour mauvais stationnement quand on distribue de la nourriture, des choses comme ça. Et puis aussi la mise en place d'aménagements urbains qui gênent les distributions d'eau, de nourriture, de produits essentiels. Et puis cette répression aujourd'hui, elle se double de violences venant de groupuscules d'extrême droite. Bref, la liste, elle est longue de cette situation qui dure depuis tellement d'années, et on a voulu inviter les associations qui travaillent dans ce contexte-là pour qu'elles nous racontent leur quotidien, mais aussi comment elles s'organisent entre elles pour faire face à cette répression particulière. Donc je vais donc laisser la parole, alors je ne sais pas dans quel ordre, à Jade, Juliette et Léa, et puis on reprendra ensuite les échanges après leur présentation. Je vois Juliette, c'est toi qui démarres. Oui, merci beaucoup Marianne. Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Et puis désolée pour les petites minutes de retard. On a effectivement prévu une petite présentation de 30 minutes. On s'est réparti les choses. Moi, je vais ce que Marianne t'a présenté rapidement, à savoir faire un peu l'examen de l'hostilité et de la violence contre les personnes exilées et surtout les associations à Calais en particulier. Ensuite, il me semble que c'est Léa qui dira un mot sur l'impact que ça a sur l'engagement individuel. Et puis Jade présentera l'impact sur l'engagement structurel, les associations, le mode d'organisation aussi des associations entre elles. Je vais être rapide parce que je ne veux pas répéter des choses que tu as déjà dit, Marianne, mais il nous semble important à toutes les trois de faire 3 petites précisions avant de démarrer cet examen d'hostilité.
La première chose, c'est de dire, là, on va porter le regard ce matin ensemble sur l'entrave à la solidarité, la criminalisation de la solidarité, la violence contre les acteurs associatifs. Mais bien sûr, en fait, cette entrave contre la solidarité, elle n'est que le pendant, elle n'est qu'un des moyens d'atteindre l'objectif de l'État, qui est d'entraver la présence des personnes exilées elles-mêmes, qui est d'exercer une violence contre les personnes exilées elles-mêmes. Ça pose des enjeux de liberté associative, de liberté publique, ça pose parfois des enjeux de violence contre les aidants, mais c'est sans commune mesure avec la violence exercée contre les personnes exilées. Et c'est important pour nous de le rappeler parce que ces dernières années, on a vu les acteurs de la recherche, acteurs-actrices de la recherche notamment, les journalistes, etc., se pencher parfois davantage sur les entraves à la solidarité que sur les violences vécues par les personnes exilées elles-mêmes, pour différentes raisons, sans doute parce que c'est plus facile de faire des entretiens en français avec des acteurs, actrices associatifs, mais aussi parce que certainement la politique de lutte contre les points de fixation, la politique d'invisibilisation, la politique de chasse à l'homme, c'est comme ça qu'appelle la situation Grégoire Chamaillou, qui est un philosophe, contre les personnes exilées à Calais, elle empêche en fait justement de travailler avec les personnes exilées. Mais donc pour nous, c'était important de rappeler ça, une première chose. Une deuxième chose, c'est que ce qu'on va dire ce matin, ça concerne les associations non gestionnaires de dispositifs d'État, non financées par l'État. La grande majorité de nos associations à Calais sont très peu financées par l'État, et quand elles le sont, c'est sur, par exemple, des postes de service civique. Ça ne va pas être des financements directs de nos activités. C'est important de le dire, les assos gestionnaires, les assos mandatés par l'État qui existent à Calais, puisqu'il y a des services qui sont mis en place, notamment parce qu'en 2017, l'État a été condamné par le Conseil d'État à mettre en place des distributions d'eau, d'hygiène, des maraudes pour mineurs. Ces assos, elles sont vraiment extrêmement tenues. Non seulement elles ont des cahiers des charges précis, mais en plus, elles ont des réunions, il me semble, hebdomadaires avec les services de l'État pour piloter leurs actions. Et donc, elles ont une liberté très, très limitée en tant que structure, un peu plus en tant qu'individu, puisque dans ces structures, il y a des personnes avec lesquelles on a des liens, avec lesquelles on arrive un peu à tisser des stratégies, mais en tout cas, en termes de structure et d'association, il n'y a pas de place pour le militantisme dans ces associations-là. Et la troisième chose qu'on voulait dire, bien sûr, c'est qu'on est aussi intéressé par la deuxième partie de l'échange, c'est-à-dire qu'on sait que même si Calais, c'est souvent un laboratoire de la violence, on sait qu'aujourd'hui, le contexte national, il est difficile pour l'ensemble des associations et que l'ensemble des associations sur le territoire national s'interrogent sur comment continuer à agir auprès des personnes les plus précaires en faveur de la solidarité. Et du coup, on témoigne d'un endroit, mais avec modestie et de manière très humble, parce qu'on sait que vous aussi, là où vous êtes, ce sont des questions qui se posent. Voilà, cette petite introduction ayant été faite, je vais revenir rapidement, moi, sur donc l'hostilité à l'endroit des personnes exilées à la frontière franco-britannique et plus particulièrement à Calais. On peut la distinguer, on va la distinguer de deux manières. Il y a d'abord la violence d'État, la violence institutionnelle contre les associations, mais qui prête le flanc, qui ouvre la voie à une violence de la droite et de l'extrême droite, française comme britannique. Si on fait le diagnostic de cette violence institutionnelle à l'endroit des associations, Marianne, tu as déjà nommé les arrêtés anti-distribution. Je pense que c'est important de revenir là-dessus parce qu'effectivement, le délit de solidarité, il n'existe plus en France comme à Calais comme en France. En revanche, d'autres moyens juridiques sont employés par les autorités pour faire taire la solidarité, et notamment ce qui va être toutes les entraves au code de l'urbanisme, mais aussi toutes les entraves pendant la période Covid aux règles de sécurité, aux règles sanitaires. Tu as parlé, Marianne, donc, de ces arrêtés de 2020 à 2022. Il y a eu plus de 24 de mémoire arrêtés qui ont interdit les distributions de nourriture et de boissons dans certaines rues de la ville. En fait, c'était les rues de la ville où les associations distribuaient. C'est vraiment une volonté, selon nous, de couper les vivres en fait, aux personnes exilées, toujours dans cette logique de lutte contre les points de fixation.
Et ces arrêtés anti-distribution étaient justifiés par des enjeux de sécurité, de salubrité publique. Et le juge administratif, effectivement, a considéré qu'il y avait sans doute des manières plus simples de lutter contre des problèmes de déchets. Par exemple, mettre des poubelles plutôt que de prendre des arrêtés interdisant de distribuer. Donc ces arrêtés ont été annulés. Ce qui est intéressant sur l'histoire de ces arrêtés, c'est qu'ils ont été annulés par le tribunal administratif de Lille, mais Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur à l'époque, a fait appel de ces arrêtés, mais la Cour d'appel a de nouveau condamné ces arrêtés comme étant illégaux, et donc le ministre de l'Intérieur a été débouté de sa demande. Mais ces arrêtés, ce n'est pas le seul outil. Il y a aussi on a aussi vu la fermeture de lieux associatifs qui accueillaient les personnes exilées au prétexte qu'ils ne respectaient pas les règles d'un établissement accueillant du public. Ça a été le cas d'un lieu qui, à l'hiver 2021, hébergeait, c'est un hiver où il a fait très froid à Calais, il neigeait, etc. Et donc, dans un établissement accueillant du public de jour, on a hébergé des personnes la nuit, notamment des personnes refusées du droit commun, mineurs non accompagnés, non reconnus comme tels, personnes blessées, etc., qui n'arrivaient pas à accéder à un hébergement. Et donc, ce lieu a été fermé au motif que les personnes étaient en insécurité dans le lieu. Elles ont été remises à la rue suite à la fermeture. C'est aussi le cas d'une laverie associative. Le lavage de linge est un gros problème à Calais. Normalement, ça devrait être mis en place parce que l'État a été condamné à le faire en 2017 par le Conseil d'État, mais ce n'est plus mis en place depuis le Covid. Et donc, une association a ouvert une laverie associative, et celle-ci a aussi a fait l'objet d'un arrêté administratif de fermeture au prétexte qu'elle ne respectait pas les normes de sécurité d'un établissement accueillant du public, alors qu'aucune solution alternative n'a été proposée. Dans les autres outils juridiques qui peuvent être employés, c'est évidemment tous les mauvais stationnements. Ce qui est très compliqué dans une ville qui est vraiment très largement enrochée, grillagée, notamment à proximité des lieux de vie, notamment à proximité des services. Donc, par exemple, les associations peuvent être verbalisées pour se garer devant l'endroit où les personnes prennent le bus pour partir en lieu d'hébergement. Et moi, par exemple, ça m'est arrivé de déposer là une personne qui ne pouvait pas marcher, qui avait 2 béquilles, et on a été verbalisé pour avoir stationné avec les warnings 5 minutes devant l'endroit d'où elle devait prendre les bus pour aller être hébergée. Je pense à ça, et peut-être dire aussi que la période Covid, ça a été vraiment la porte ouverte à toutes ces verbalisations, puisque pendant la période Covid, notamment, il y a eu énormément d'amendes pour non-respect comment ça s'appelait ? De l'interdiction de sortir, à tel point que Utopia 56 a reçu plus de 20 000 € d'amende pendant cette période. Donc ça, c'est un premier type d'entrave. Un deuxième type d'entrave, c'est les entraves matérielles. Donc l'État à Calais ne respecte pas en fait ses obligations, les obligations auxquelles il a été condamné, notamment de distribution à l'eau, etc. Et ce sont les associations qui pallient. Mais même lorsqu'elles pallient, elles sont de nouveau entravées. Et la chose la plus marquante, selon moi, c'est le fait qu'une association, Calais Foot Collective, met en place des tonnes d'eau pour que les personnes sur les lieux de vie aient accès à l'eau. Et ces tonnes d'eau sont régulièrement confisquées par la mairie. Voilà. Ce qui représente un coût significatif. Et ça, pour moi, c'est dans la continuité de ce qui se passe lorsqu'il y a des expulsions de lieux de vie, donc des expulsions de lieux de vie toutes les 48 heures, durant lesquelles les tentes, les duvets, qui sont les seuls refuges des personnes exilées, mais qui sont aussi donnés par des associations non financées, donc qui payent tout ce matériel, sont confisqués et parfois lacérés, parfois abîmés, donc qui sont vraiment des choses matérielles perdues. Un autre type d'entrave, mais ça c'est un peu plus connu, et notamment la Fondation Abbé Pierre en 2022 avait fait un pic d'or, donc une cérémonie sur le mobilier urbain au style spécial Calais. C'est tous les rochers, tous les grillages, le fait de creuser aussi les terrains et de vallonner les terrains pour que les véhicules ne puissent plus accéder. De nouveau, créer des périmètres pour que les associations ne puissent pas, des zébras pour que les associations ne puissent pas se garer, etc., pour empêcher de toute façon l'action associative de s'approcher des personnes exilées. Et puis une dernière
avant de passer aux entraves dans le discours, une dernière entrave dont je voudrais parler parce qu'elle a touché peu de personnes, mais elle a été extrêmement choquante. C'est en 2022 l'ouverture de squats. Des militants britanniques qui avaient ouvert ces squats et qui ont été identifiés comme tels ont fait l'objet d'OQTF, donc d'obligation de quitter le territoire français pour qu'ils ne puissent plus militer en fait à Calais. Donc il y a cette grosse liste malheureuse à la Prévert d'entraves contre les associations. Et une autre entrave qui est un peu plus vicieuse et pernicieuse, ce sont les entraves discursives. Le fait que dans les discours, le travail des associations est souvent amalgamé à celui des passeurs. Encore la semaine dernière, Natacha Bouchard, donc maire de Calais, disait dans une interview à BFM TV devant un maire du littoral, Parti socialiste, qui n'a pas réagi, et vraiment c'était décevant, que les associations s'appuyaient et utilisaient la mafia dans un objectif de traite des êtres humains. Donc c'est quand même des accusations qui sont extrêmement graves et qui ne sont absolument pas nouvelles. Enfin, ça fait vraiment partie du discours ambiant, du député local également, et jusqu'aux plus hautes sphères de la représentation nationale. Et ce discours, en fait, non seulement il nous amalgame contre les passeurs, ce qui, voilà, intimement, c'est facile de savoir que c'est faux, mais et Léa en parlera davantage que moi, il met aussi le doute en disant que c'est nous, parce qu'on permet aux personnes de se maintenir à la frontière, c'est nous, acteurs associatifs, qui poussons les personnes à prendre des risques et qui sommes aussi responsables des décès, notamment à la frontière. En fait, nous, ce qu'on perçoit, c'est que ces discours, mais au-delà de ces discours aussi, ces pratiques en fait connues des institutions, donc il y a un vrai continuum mairie, préfecture, ministère de l'Intérieur. Il ouvre totalement la voie à une impunité des actes d'extrême droite. Et donc, ces actes d'extrême droite, ils sont nombreux. Ça va de tags sur les squats où il y a marqué Leave or Burn à destination des personnes exilées, au fait que à Grande-Synthe, le point d'eau courante avait été trafiqué et que l'eau, alors on ne sait pas si c'était toxique ou pas, mais l'eau était devenue bleu vif. Est-ce que c'était simplement un colorant? Est-ce que c'était un produit chimique? On ne sait pas. Ça va aussi au fait que pendant les dernières élections, il y a eu des voitures d'habitants, d'habitantes qui ont fait une chasse à l'homme contre les personnes exilées et qui ont blessé une personne exilée en roulant vers cette personne et en ayant un choc. Ça va aussi contre les acteurs associatifs et peut-être que Léa pourra aussi détailler ce point-là, mais ça va aussi du côté pour les acteurs associatifs au fait que les locaux des associations sont souvent, les portes des locaux sont souvent émaillés de clous pour percer les pneus, de glu dans les serrures pour empêcher l'accès aux locaux associatifs. Et récemment, des militants fascistes britanniques du parti d'extrême droite UKIP sont venus à Calais provoquer les personnes exilées et provoquer les acteurs associatifs, notamment le Secours catholique, en insultant les associations de domestic terrorists, de nazis, de malades mentaux, en insultant aussi sur des questions de genre les acteurs associatifs et en diffusant cette vidéo sur les réseaux sociaux qui a été vue sur TikTok, sur Facebook des milliers et milliers et milliers de fois. Voilà, donc le contexte, celui-ci, il n'est pas particulier au reste de la France, mais il est un peu extrême tout de même. Et je laisse la parole du coup à Léa pour expliquer l'impact de cela sur comment on fait individuellement pour continuer à militer dans ce contexte. Bonjour à toutes et tous. Merci Juliette. Donc évidemment, tous ces actes, ces discours et ce climat ambiant, ils ont des conséquences sur les personnes et leur engagement. Déjà, c'est important de le rappeler, de le souligner, mais il y a beaucoup d'initiatives solidaires à Calais. Il y a une très forte dynamique d'entraide dans le Calaisis et sur le territoire. Voilà, depuis évidemment des années, depuis plus de 30 ans. Ces dynamiques sont collectives ou individuelles, mais la majorité du temps, elles ne sont pas visibles parce que justement, elles sont tues ou invisibilisées par ces discours dominants hostiles.
Et moi, je vais vous donner l'exemple spécifique du Secours catholique, mais évidemment, c'est aussi le cas dans plusieurs associations. Après, au Secours catholique, la spécificité, c'est que la plupart de nos bénévoles sont des bénévoles de la région, du territoire, des Calaisiens et des Calaisiennes, dont je dirais que la boussole commune, c'est la lutte pour la dignité humaine. Ils ont trop honte de ce qui se passe sur leur territoire et du fait de leur ancrage, ils ne peuvent pas ne rien faire. Et ça, c'est pas mes mots, c'est ce qui ressort de tous les espaces dans lesquels justement on parle de notre engagement. Et tous ces espaces, ils sont très importants pour réaffirmer nos valeurs et notre engagement. Donc, on a à peu près une base d'une centaine de bénévoles avec une cinquantaine active, une cinquantaine de bénévoles actifs. Mais il y a aussi plein d'initiatives individuelles qui gravitent autour de notre projet et peut-être, parce que pardon, je ne l'ai pas dit, mais je vais peut-être rappeler ce qu'on fait, comme ça va être clair pour tout le monde. Notre activité phare historique, c'est un accueil de jour. Donc, c'est le seul espace physique qui accueille de manière inconditionnelle les personnes qui sont bloquées à la frontière. Donc, cet espace, il a pour viser de répondre aux besoins essentiels des personnes, mais également de permettre un accès aux soins, aux droits. Voilà, c'est aussi un espace de répit dans un quotidien d'errance et de rue. Et c'est aussi un espace de repère quand les personnes, elles sont exposées à un événement traumatique, notamment des naufrages, des trails ratés, quand elles ont perdu une personne, quand elles doivent faire des démarches parce qu'un de leurs proches est décédé, c'est un espace où très spontanément, quand les gens ne savent pas où se tourner, ils viennent vers nous. Donc, nos bénévoles sont aussi en première ligne en fait de cette détresse et de cette violence systémique à Calais. Et donc, il y a plein d'initiatives aussi individuelles qui gravitent. Moi, tous les jours, je vois des personnes qui sont pas bénévoles avec nous, qui sont des habitants, qui arrivent, qui viennent nous apporter une couverture, qui viennent nous dire « Ah, j'ai vu cette famille qui sous le pont là-bas, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle ?» Donc, voilà, c'est aussi ça, nous, notre réalité, c'est toutes ces initiatives individuelles qui ne sont pas du tout visibilisées dans le discours ambiant. Et en effet, comme on est beaucoup pris, on l'est et on continue à être beaucoup pris à partie, du coup par des actes d'hostilité, des discours. Je peux donner encore quelques exemples très précis pour compléter ce qu'a dit Juliette, mais donc notre lieu, il est ciblé par les groupes d'extrême droite, ça on le sait, à la fois par des journalistes, par des leaders politiques anglais. Donc pour l'instant, c'est plutôt des opérations de communication, donc ils viennent et nous intimident, nous insultent. Mais voilà, qu'en est-il quand ils voudront en découdre? En tout cas, voilà, cette identification, elle pose évidemment elle est assez anxiogène. Et elle... Oui, pardon, je me suis perdue dans mon propos. Elle est assez anxiogène et aussi elle permet du coup, en toute impunité, du coup, tous ces actes de vandalisme. Moi là, vraiment toutes les semaines, depuis le mois de septembre, on a des excréments dans notre serrure, de la colle, des clous. On commence toutes nos journées en nettoyant tout ça. Voilà, donc c'est aussi ça notre réalité. Et toutes ces initiatives, tout ce discours, tous ces actes, ils mettent un petit peu dans la tête, et c'est très insidieux, mais voilà, s'engager à Calais, en fait, auprès des personnes exilées, c'est mal vu, c'est considéré comme étant trop radical, voire illégal, en faisant le jeu des passeurs. On a été pris à partie par un journaliste d'extrême droite qui a dit en direct sur CNews l'année dernière, qui a fait le lien entre mort en mer et le Secours catholique de Calais. Et ça heurte vraiment les valeurs des gens, c'est extrêmement violent.
Et c'est très insidieux. Donc nous, dans nos espaces, on a commencé à entendre des bénévoles qui nous disaient, mais en fait, à force d'entendre qu'on est responsable des morts en mer, est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que je suis du bon côté? Donc voilà, avec un véritable renversement de valeur. Et du coup, face à ça, la conséquence, c'est que ça devient difficile à assumer, cet engagement. Et nous, on a très régulièrement des témoignages de nos bénévoles qui nous disent qu'ils cachent leur engagement à leur famille, à leurs amis, à leurs voisins. J'ai l'exemple d'une de nos fidèles bénévoles qui vit dans un quartier où pendant un temps il y avait un squat. Et aujourd'hui, ce quartier, il est inondé de discours d'hostilité, notamment à travers des lettres dans les boîtes aux lettres par la maire de Calais ou le député du Rassemblement national. Des lettres vraiment affreuses avec des propos stigmatisants appelant à la délation. Et donc pour elle, elle dit qu'elle est tellement dans cet écosystème, enfin je veux dire physiquement, même dans son quartier, que c'est très difficile d'assumer un engagement. Donc c'est très englobant comme tous ces discours, ces actes, c'est très, c'est très, très présent, c'est très englobant. Et même du coup au quotidien. Donc voilà, je vais essayer d'être un petit peu plus positive, mais c'est vrai qu'on a bien conscience que, en fait, l'objectif de ces discours, de ces actes, c'est de casser ces dynamiques de solidarité, d'entraide, de décourager, de faire peur aussi. Comme je l'ai dit, on sait qu'on est identifié, on est fréquemment victime d'actes de sabotage, donc on sait que les personnes, ce sont des tentatives d'intimidation. Mais est-ce que ça fonctionne, ce découragement? Moi, j'ai envie de dire que non. En tout cas, au Secours catholique, on essaye que ça prenne pas trop de place. On essaye aussi de redonner la place centrale des élans de solidarité et de la joie que ça procure, parce que ça rend très heureux de s'engager. En tout cas, le projet du Secours catholique, il est magnifique et il y a beaucoup de personnes qui se sentent très heureuses. Et c'est plus aujourd'hui, je pense qu'il faut réaffirmer que c'est plus fort en fait que ces discours d'hostilité, de peur, d'intimidation. Mais ça suppose que nous, en permanence, ce qu'on essaye de faire en collectif, c'est de réaffirmer le projet, les valeurs, ces valeurs de solidarité, parfois localement, mais aussi les valeurs du Secours catholique, à travers le national ou même des figures d'autorité. Une partie de nos bénévoles sont des cathos, évidemment. Et donc, par exemple, la figure de l'évêque peut être un moyen de réaffirmer en fait nos valeurs et le projet du Secours catholique. Également, on fait beaucoup de sensibilisation, c'est une de nos priorités, pour lutter en fait, pour essayer de faire pénétrer ce contre-discours, pour faire changer le regard contre ce discours dominant, pour montrer une autre réalité. Par exemple, face aux lettres que notre bénévole elle reçoit, nous on fait des contre-lettres qu'on envoie aux habitants du quartier aussi. Donc c'est presque de la symbolique, mais c'est important en fait de faire entendre notre voix, et surtout que je pense que le Secours catholique a, de par sa portée nationale et parce que c'est une grande association, a une voix aussi qui porte. Et notamment dans certains milieux considérés un petit peu comme moins militants. On met aussi en place beaucoup d'espaces de parole, de convivialité, pour, comme je le disais, redonner un peu la place centrale de la joie, qui est de militer, de la rencontre, de toutes ces choses-là. Je pense aussi que ce qui est important, c'est de documenter ces entraves. Et là, je pense par exemple donc à ce rapport qui est sorti en novembre 2024, si je ne me trompe pas, sur
les entraves à la solidarité aux frontières. Voilà, continuer en fait à les documenter, continuer à ne pas les accepter. Donc voilà, individuellement, on met beaucoup d'énergie pour réaffirmer nos projets, notre valeur, notre joie d'être ensemble, de militer, mais aussi on s'inscrit dans une dynamique collective. Il y a plein de choses à Calais qui se mettent en place pour collectivement donner plus d'espace à la lutte contre le découragement, à la santé mentale des personnes solidaires, voilà, au safeguarding en général, c'est-à-dire sauvegarde et prévention, enfin en français, sauvegarde et prévention. Voilà, il y a un réseau safeguarding qui existe aussi, mis en place par l'Auberge des migrants. Et donc voilà, toutes ces dynamiques collectives, elles sont également très importantes et elles portent aussi, elles permettent en fait de collectivement résister. Et donc voilà, je vais laisser la parole à Jade qui va parler de ça. Merci Léa. Du coup, oui, donc moi, quand on s'est divisé les parties, c'était justement de parler des conséquences de cette hostilité sur nos associations et nos collectifs, mais aussi quelles forces collectives on met au quotidien au-delà de nos forces aussi individuelles. Donc déjà, comme première conséquence, et c'est une conséquence qui va peut-être vous parler à vous également si vous êtes dans des associations et que vous recherchez des financements, c'est que parfois, dans nos recherches de financement, on va minimiser, euphémiser notre plaidoyer, nos recommandations pour préserver nos donateurs et garder nos financements. Donc, ça dépend de quelle association on se situe et qu'est-ce qu'on revendique, mais c'est une des conséquences du climat hostile et aussi du point de rupture qui a été fait avec un discours xénophobe très ambiant en fait dans la presse et de manière générale dans l'espace public. Cette conséquence, elle n'a pas uniquement, lieu sur nous associations en cherchant des financements, mais aussi d'une manière générale, on pense aussi auprès des fondations qui cherchent aussi des financements. Et du coup, comment on euphémise, quels mots on utilise. Est-ce qu'on parle plutôt de discrimination que de racisme? Et c'est tous ces éléments de langage qu'il faut trouver pour réussir à garder nos financements pour maintenir une activité, pour accompagner les personnes et les soutenir au mieux. Et en même temps, continuer à garder notre discours, nos revendications, notre plaidoyer. Et donc, parfois, on a tendance et on peut s'auto-censurer. Dans cette autocensure, je pense aussi au rabais de nos demandes auprès des autorités publiques, où à Calais, on en vient à demander parfois des miettes, parce qu'en fait, le droit à la dignité qui est inscrit dans les conventions de l'Union européenne et que la France a ratifié, il n'est pas respecté en France, il n'est pas respecté à Calais. Et donc, on en vient parfois à se dire, on va demander des tentes, en fait. Enfin, on va demander à ce que la préfecture puisse, à minima, distribuer des tentes si elle ne respecte pas le droit à l'hébergement, si elle ne permet pas aux personnes de pouvoir avoir une vie digne. Et ça, c'est horrible en tant qu'association, en tant que structure, d'en venir à demander des points d'eau, d'en venir à demander l'arrêt d'expulsion, alors qu'en fait, il faudrait simplement qu'il y ait des hébergements, tout simplement. Et donc, on a une tendance parfois à se niveler vers le bas dans nos demandes. Et ça, c'est une deuxième conséquence. Et donc, toujours dans une autocensure aussi, parfois, qui peut avoir lieu quand on est dans des discussions avec les autorités étatiques, la sous-préfecture, par exemple, où il est presque impossible parfois de parler, on s'auto-censure de parler des choses fondamentales. Et on demande ces miettes-là. Une autre conséquence aussi de ce contexte-là, c'est la professionnalisation du coup de nos milieux associatifs. Calais, c'est une frontière qui existe. Les gens résistent et luttent depuis plus de 30 ans maintenant. Et des années 1980 à 2015, avant la Grande Jungle, c'était une solidarité qui se faisait de réseaux informels, dans des collectifs, c'était des bénévoles, c'était des associations qui se créaient, mais tous les fonds étaient reversés
sur le terrain auprès des personnes, dans l'achat de matériel, de nourriture, etc. Et après 2015, avec la surmédiatisation de la frontière, la sécurisation qui a été forte, enfin qui a été en escalade, enfin de plus en plus forte, les associations n'ont pas eu d'autre choix aussi que de se professionnaliser. Et donc, notamment, enfin, je parle pour ma paroisse avec l'auberge des migrants où il y avait, on est passé de 0 salarié à une douzaine de salariés en 10 ans. Et c'est énorme. Et cette professionnalisation-là, elle permet aussi de se protéger contre la répression. Parce que quand on s'organise en collectif, quand on essaye de militer, etc., on est plus vulnérable. Et donc, le fait de se professionnaliser, de s'inscrire dans un cadre, ça nous protège. Mais du coup, ça parfois remet en question aussi notre militantisme et certaines de nos valeurs collectives et la résistance qu'on peut mener à la frontière. Et donc ça, c'est questionnant aussi d'agir en ce sens. Enfin voilà, je trouve que c'est moi quelque chose qui m'a un peu alertée et en même temps qui est nécessaire. Et c'est pour ça que l'auberge des migrants, par exemple, en 2024, dans leur statut, pour continuer à se protéger face à cette répression, ont inscrit qu'on se réservait le droit à la désobéissance civile si l'État ne respecte pas les droits fondamentaux des personnes. Et en fait, on pourrait faire de la désobéissance civile tout le temps, du coup, puisque l'État ne respecte, enfin, ils sont hors la loi sur ce territoire. Mais du coup, voilà, je trouve ça assez intéressant de voir que même au sein de statut administratif d'une association de loi 1901, on soit obligé de marquer ça pour se protéger. Et du coup, cette professionnalisation, elle a comme deuxième conséquence aussi le fait de respecter un certain cadre légal, un certain cadre du travail. Il y a une époque, dans l'entrepôt, donc l'auberge des migrants a un entrepôt qui accueille une petite dizaine d'associations qui font de l'humanitaire, donc qui distribuent de la nourriture, de l'accès à l'eau, des tentes, des vêtements, etc. Et en fait, il y a eu une époque où les gens, c'était du 24/24, il y avait de l'organisation collective. Aujourd'hui, ce respect des droits du travail fait que nos temps de travail sont limités, sont plus réglementés, on fait plus attention. Ça va aussi à faire attention aussi à la manière dont on se crame. Enfin, c'est un mot qu'on entend, que vous avez sûrement déjà entendu et que quand on est dans ces milieux-là, c'est un peu ce qu'on utilise. Donc voilà, ça a des conséquences, je pense, sur l'organisation collective, militantisme, action coup de poing, mais parce que c'est aussi nécessaire pour se protéger suite au détriment de toute la répression qu'il y a eu envers les associations et envers les personnes exilées. Et aussi, une autre conséquence, c'est que cette hostilité, elle peut créer de la violence entre nous via nos stratégies politiques, nos modes d'action qui du coup, chaque association, depuis 30 ans, essaye par tous les moyens de se dire, quelle stratégie est la mieux? Est-ce qu'on tente une négociation avec l'État? Est-ce qu'on, au contraire, on rompt tout lien et on fait que de la dénonciation? Et parfois, ça peut créer de la violence. Et ça, c'est pour moi une conséquence de l'hostilité. Mais on résiste quand même. Et ces conséquences-là, elles sont marginales par rapport au réseau de solidarité et à la force collective qu'il y a à la frontière et ce qu'a commencé à dire Léa sur toutes les dynamiques syndicales qui se créent. Et donc, je trouve que ça a eu comme conséquence de nous inviter, nous, à renforcer encore plus notre cohésion et nos solidarités internes entre associations. Souvent, quand les gens viennent à Calais, ils sont frappés par le fait qu'on soit tous en réseau. Et moi, ça m'étonne toujours que les gens soient frappés qu'on soit tous en réseau parce que depuis que je suis à Calais, ça fait 4 ans et demi que je suis à Calais et c'est une certaine évidence. Enfin, on fonctionne très bien comme ça. Et c'est vrai que tous les mardis, par exemple, on est en interassociation et on fait remonter nos données, on essaye de mettre en place ensemble, collectivement, des stratégies de plaidoyer. Et c'est vrai que dans d'autres espaces, c'est pas forcément le cas. Surtout, moi, j'ai travaillé dans d'autres associations plus institutionnalisées où il n'y avait aucune mise en réseau et
on perd énormément de données, on perd énormément d'infos et on perd énormément de temps aussi à ne pas agir ensemble. On fait la même chose, alors que là, du coup, ça permet de chacun à sa spécialité, qui fait quoi, qui va où. Donc, une meilleure efficacité. Cette mise en réseau, elle se voit aussi via donc à l'auberge des migrants, on a ce qu'on appelle le Calais à Pile, c'est un consortium d'associations, de 7 associations humanitaires qui s'est créé via le départ de Choose Love en 2021, qui était une grosse ONG qui finançait pas mal d'associations humanitaires à Calais. Et en fait, les associations, plutôt que de individuellement aller chercher ces financements, se sont réunies sous le chapeau du Calais à Pile pour aller capter les financements collectivement et ensuite les redistribuer en fonction des besoins. Et je trouve que ça, c'est une dynamique hyper intéressante et on a des retours hyper positifs aussi des fondateurs et des fondations qui nous disent c'est hyper assurant en tant que fondation d'avoir ce consortium-là, de voir comment c'est géré, qu'il y a une distribution qui se fait en fonction des besoins des personnes et que ce soit pas 7 associations qui sont au même endroit et qui demandent des sous pour des choses différentes. Et du coup, c'est un gain de temps pour les fondations et aussi un gain de confiance. Et donc ça, je trouve que c'est une autre dynamique intéressante sur cette cohésion et l'organisation qui a été mise en place justement pour mieux agir en solidarité avec les personnes et aussi du coup partir des besoins des gens. L'autre chose qu'on fait aussi à la frontière collectivement, c'est que nous, en tant qu'auberge des migrants, par exemple, on va soutenir des associations et des projets fragiles. Donc on a tout au long de son histoire, l'auberge, elle a essayé de soutenir des projets qui étaient trop fragiles par rapport au contexte et parce que c'était tenu principalement par des bénévoles, par des personnes qui allaient être amenées à partir. Donc, il y a eu le Calais Food Collective dont parlait Juliette et Léa, sur l'association qui fait de la distribution alimentaire de nourriture sèche et l'accès à l'eau. Mais il y a aussi Human Rights Observer qui est redevenu indépendant depuis, mais qui au départ, que l'auberge a supporté. Il y a eu le Woodyard que l'auberge supporte toujours, donc c'est une association qui distribue du bois. Et donc l'auberge, elle soutient ces projets qui sont nécessaires à la survie des personnes sur le territoire, mais qui sont fragiles, et donc elle apporte un support par son historicité, par le fait qu'elle soit qu'elle se soit professionnalisée, qu'elle ait peut-être plus d'expérience en recherche de fonds, mais aussi administrativement parlant, on est un gros soutien administratif parce que la part administrative dans toutes ces demandes, mais aussi dans des importations, elle est énorme. Et il y a aussi Médecins sans frontières, par exemple, qui est à Calais, qui est revenu à Calais depuis 2 ans, qui a un accueil de jour pour les mineurs non accompagnés et qui fait avec Utopia 56 des maraudes littorales, qui soutient les associations fragiles financièrement, qui vont aider, par exemple, à acheter des batteries de recharge pour que Channel Info Project puisse faire des sessions de recharge. Donc, il y a un réseau d'entraide. On essaye autant qu'on peut de soutenir entre nous selon nos moyens. L'autre chose en termes de résistance qu'on fait face à ce climat hostile, c'est la défense juridique et numérique. L'usage du droit à la frontière comme le contentieux. Là, récemment, il y a une quinzaine d'organisations, dont la CIMAD, Human Rights Observer, l'Auberge des Migrants, Utopia 56, qui ont saisi le Conseil d'État pour une demande d'annulation et dans l'attente de suspension du décret du 11 août 2025 qui portait sur l'accord de fin juillet 2025 entre le Royaume-Uni et la France sur ce qui a été rebaptisé par la presse franco-britannique One in, One Out. Donc c'est aussi un outil pour résister face à ce contexte, mais aussi l'interpellation des institutions. Donc là, Juliette parlait de l'extrême droite et de la recrudescence des actes fascistes. Donc il y a face à ça Utopia 56 qui a signalé par exemple au procureur de la République face à la vidéo qui a été partagée par le parti indépendantiste UKIP, mais aussi des alertes auprès de la sous-préfecture pour leur demander d'agir, des lettres qui ont été envoyées à tous les maires du littoral. Donc on essaye aussi autant qu'on peut d'alerter à chaque fois les institutions et de les amener à leurs responsabilités, parce qu'on se retrouve nous aussi en tant qu'organisation à faire une veille autour veille juridique, veille médiatique sur
sur les actions fascistes qui peuvent être menées, mais sur les propos racistes, xénophobes qui devraient être condamnés. Mais c'est pas à nous de le faire. C'est un travail qui doit être fait par les autorités publiques et c'est ce qu'on leur demande en les alertant assez régulièrement pour les mettre face à leurs responsabilités. Il y a ces actions coup de poing. Donc, on parlait tout à l'heure, pareil, de l'enrochement. Qui est une des stratégies politiques de la mairie de mettre des rochers un peu partout pour éviter que les gens puissent avoir une place pour s'installer. Eh bien, il y a eu, avec l'aide des personnes exilées et des associations, des actions de désenrochement, donc d'essayer d'enlever des rochers de 3 tonnes pour laisser passer des camions pour pouvoir distribuer de l'eau, des tentatives d'ouverture de squats, des ouvertures de maisons accueillantes parce que beaucoup de répression sur les tentatives d'ouverture de squat. Donc, il y a aussi de plus en plus de maisons accueillantes qui s'ouvrent à la frontière, mais aussi l'usage du cinéma, de l'art, de médias indépendants. Je pense à un événement qui a été fait par Calais La Sociale, qui est un média indépendant à Calais, qui a fait un événement qui s'appelle 24 rochers par seconde et qui a fait un appel aux citoyens de Calais de faire des films amateurs sur les rochers à Calais. Et donc, on a eu une petite dizaine de films de Calaisiens, Calaisiennes qui nous ont présenté ce que les rochers faisaient créés dans cette ville. Mais voilà, c'était humoristique, mais où ça pouvait être dénonciateur. Il y avait un peu de tout, il y avait de la musique et c'est aussi des actions de visibilisation, c'est aussi d'autres manières de résister qui sont importantes aussi. Et il y a un gros travail de visibilisation de la répression de l'État, visibiliser ce que l'État et les politiques souhaiteraient invisibiliser. Je pense que un des échecs qu'on peut nommer des autorités publiques, c'est vraiment le fait qu'ils n'aient pas réussi à invisibiliser leurs actions à la frontière, puisque c'est extrêmement visible, il y a énormément de documentation, ça reste médiatisé. Et je trouve que ça, c'est une force quand même qu'on arrive à visibiliser, peut-être pas comme on l'aimerait, ou du moins même si cette visibilisation à un moment elle s'arrête parce que parfois elle améliore pas forcément au changement, mais cacher leurs actions, ça devient impossible. Enfin, c'est difficile pour eux et je pense aussi du coup à Chéreau avec le cop watching, donc suivre la police pendant les expulsions et essayer de filmer les violences d'État, filmer les violences policières, les documenter. Je rappelle que pendant les expulsions, les journalistes, donc c'est une entrave à la liberté de la presse, il y avait déjà un journaliste c'est moi ou il y a une coupure là? Non, il y a une petite coupure. Non, il y a des coupures, effectivement. Ah, Jade? vous entendez? Oui, on t'entend. Ah, pardon. Je me dépêche. En fait, il y a pas mal de choses qu'on fait et je trouve, quand j'ai fait cet exercice de me dire quels sont nos outils de résistance, on se rend compte que finalement, il y en a pas mal. La documentation, du coup, on fait des observations quand il y a des départs en bus pour aller dans les CES, pour s'assurer que les personnes vont bien rentrer dans les bus et ne vont pas être refusées, parce que ça arrive très régulièrement. On nous dit oui, il y a des places d'hébergement CES, et en fait, nous, via notre documentation, on se rend compte que non. Et on va travailler aussi à révéler des logiques structurelles. Donc, il y a la plateforme des soutiens aux migrants qui avait financé des chercheurs en 2021 pour justement faire l'état des lieux de 30 ans de politique publique à la frontière. Et donc, c'est tous ces outils-là qui nous permettent aussi de révéler des dynamiques et des logiques structurelles. Donc, on agit un peu comme contre-pouvoir. Il y a aussi, du coup, la question de l'écriture dissidente comme acte de résistance avec les journaux des jungles de la PSM, donc qui sont des journaux qui sont faits avec les personnes exilées dans la langue et c'est un journal multilingue écrit dans la langue des personnes, traduit en anglais et en français. Mais il y a aussi le projet Mémoire depuis 2022 qui essaye de faire mémoire pour donner la possibilité aux militants et aux bénévoles de redécouvrir un peu l'histoire de la frontière, mais surtout construire un contre-récit du fait migratoire à la frontière franco-britannique et qui soit pas le roman officiel composé par les autorités.
et donc lutter contre le discours dominant en produisant nous-mêmes notre mémoire, nous-mêmes notre histoire, car en partant de celle des personnes exilées et des solidaires qui la vivent à la frontière. Il y a eu aussi les fabriques d'agir qui se sont créées pour produire du savoir critique et mêler le milieu de la recherche au savoir expérientiel militant. Donc tout ça, ça nous permet de... En fait, on a... pour répondre un peu à cette question, ça change pas forcément structurellement une loi, mais il y a plein d'alternatives et d'outils qui se sont créés ces 30 dernières années pour, par tous les moyens et par toutes les portes, résister. Et la dernière chose peut-être que je peux rajouter aussi, c'est les alliances locales, la sensibilisation dont parlait Léa. Il y a quand même donc Kalela Social, le média indépendant qui a été créé il y a 3 ans maintenant, qui a permis de faire aussi contre-récit, contre-discours, de parler de notre propre histoire, que ce soit sur la question migratoire, mais aussi sur la question ouvrière, sur la question du social à Calais. Il y a le collectif Transformons la ville aussi qui s'est créé à la suite des législatives pour faire du lien entre citoyens et citoyennes habitants à Calais, entre les différentes luttes et de ramener un peu la question migratoire aux problématiques globales parce que politiquement, la maire a tendance à dire il y a d'un côté les Calaisiens et d'un côté les migrants. Et du coup, nous, via ce collectif, pouvoir démontrer l'inverse. En fait, il y a d'un côté les précarisés et d'un côté les dominants. Mais du coup, voilà, ce sont un peu tous les outils qu'on utilise pour tenter de résister et résister au quotidien face à cette hostilité. Merci beaucoup. Merci vraiment à toutes les 3. Je trouve que c'est extrêmement puissant ce que vous nous amenez là. C'est extrêmement fort. Moi, ça m'évoque juste comme une espèce d'avant-garde en négatif et en positif de ce qu'on peut notamment travailler au sein de l'Observatoire des libertés associatives, mais pas que. Je trouve que vraiment c'est extrêmement important qu'on vous entende et c'est très bien qu'on ait pu enregistrer pour garder ça en mémoire aussi. Donc vraiment merci beaucoup et je vous propose maintenant qu'on passe à un temps d'échange, un temps de questions ou de réactions. Donc qui veut prendre la parole? En faisant attention parce qu'on est assez nombreux et donc il nous reste une demi-heure donc à essayer que la parole circule bien. Vous pouvez lever la main si vous voulez prendre la parole. Alors, je vois Anne Thiron et Jean-Baptiste ensuite. Anne, on t'écoute. D'accord, enfin c'est plutôt une constatation. Donc moi je suis à Grenoble, je fais du plaidoyer pour Amnesty International, j'interviens dans les écoles sur la thématique réfugiés migrants. Je suis relais régional personnes déracinées, expression que j'aime beaucoup pour désigner les exilés. Et je suis aussi bénévole à l'accueil des demandeurs d'asile. Et je me suis fait agresser sur un stand pour la première fois l'année dernière, le jour de la Journée mondiale des réfugiés. Effectivement, j'ai vu que c'était très difficile de pouvoir argumenter face à des personnes qui ne veulent rien entendre. Et de l'importance aussi effectivement de se regrouper en interassociatif. Moi, je représente Amnesty, un collectif de 24 associations qui se sont regroupées, qui s'appelle Migrants en misère, et où chaque association intervient dans sa particularité auprès des personnes exilées. Et c'est vraiment ce qui nous semble le plus important. Par contre, pour la suite, construire ce qui a été dit, un contre-discours, un contre-récit face à
à l'ambiance. Moi, j'étais scandalisée de voir dans nos journaux quotidiens nationaux des expressions apparaître dans le monde. L'autre jour, je leur ai écrit de voir l'expression migrants illégaux. C'est quelque chose qui me révulse totalement et que ça arrive à passer comme ça dans des journaux qui, a priori, sont vigilants. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Baptiste ? Oui, d'abord, merci, parce que c'est quand même des interventions extrêmement importantes qu'on a entendues là. Moi, j'avais deux petites questions. Je me demandais, en vous entendant, vous disiez que MSF était revenu. Je me demandais pourquoi ils étaient partis. La deuxième petite question de précision, c'est sur l'écriture dissidente. Je crois que sur la prise de notes, on n'a pas noté le journal, etc. Mais ça nous intéresse de revenir sur ça, notamment parce qu'on travaille avec l'Agence régionale du livre et de la lecture, là, donc il y a sûrement des choses à faire. Moi, après, j'avais une petite question sur... c'est extrêmement impressionnant, la liste de ce qui a été fait. Je m'interrogeais parce qu'on est membre et on est très proche du MES, le Mouvement pour l'économie solidaire, et du coup, je m'interrogeais sur la manière dont peut-être avaient pu se développer aussi des actions pour permettre en fait que les personnes migrantes puissent intégrer, j'allais dire la vie normale, enfin la vie du territoire, etc., par des initiatives économiques solidaires. Est-ce qu'il y a eu ça et qu'est-ce qu'il y a eu comme type d'initiative éventuellement? Et la dernière chose, c'est, je me disais, vous êtes, c'est ce que disait Marianne, vous êtes une sorte de laboratoire en fait assez tragique, quoi, où c'est extrêmement dur et en même temps on voit qu'il y a quand même une force de résistance créatrice impressionnante. Je me demandais du coup dans quelle mesure est-ce que vous étiez en lien peut-être avec d'autres laboratoires du même type, notamment nous, par le passé, on a un peu travaillé avec Tous Migrants, le Briançonnais, etc., où il y a beaucoup d'autres choses, donc je me demandais quel le dialogue. Et puis pour élargir, peut-être signaler, on ne sait pas ce que ça va donner, mais on peut quand même mettre quelques espoirs là-dedans, nous en tout cas on y participe, une initiative qui s'appelle 1001 territoires pour la fraternité, qui est une initiative avec un très très grand consortium d'associations, mais aussi de syndicats qui est en train de se mettre en place. Il y a notamment un site internet qui est en ligne depuis quelques jours là, et qui consiste à essayer justement de contrer le discours devenu dominant de l'extrême droite et de la droite extrémisée sur ces sujets-là, en mettant en avant la manière dont les associations, très concrètement, portent de facto un récit contraire à ce discours d'exclusion, etc., etc. Donc voilà, c'est le lien avec... c'est aussi parce que c'est vital de pouvoir se relier dans un contexte aussi difficile, évidemment. Voilà. Peut-être, avant de prendre d'autres questions, on vous laisse répondre. Oui, parce qu'il y a pas mal de questions dans la question. Du coup, je peux essayer de répondre dans l'ordre. Tout d'abord, à la militante d'Amnesty International qui a témoigné, juste dire que c'est aussi des choses qui se vivent ici. Enfin, je n'ai pas dit ça au début, mais à Calais, le Rassemblement national donc, a été le premier parti élu aux dernières élections législatives avec donc 54% des votes et dans une ville où il y avait à ce moment-là 55% d'abstention. Mais donc, on sent vraiment complètement une décomplexion des discours. Et nous aussi, ça nous est arrivé de tracter. Moi, ça m'est arrivé de tracter la personne. Elle me répond, mais moi, je suis raciste. On dit, mais c'est illégal. Il dit, mais il faut changer la loi. Bon, ou des gens qui nous accusent. Donc, c'est l'argument légaliste. Voilà, il fonctionne plus très bien. Et à tel point que dans le Pas-de-Calais, et puis il y a des ateliers de comment répondre au tac à ce type de réaction quand on tracte ou quand on tient un stand. Et ensuite, pour toutes les autres questions posées par Jean-Baptiste, il me semble, MSF, alors pourquoi ils sont partis? En fait, MSF était très présent sur le camp de la Linière à Grande-Synthe avec Damien Carême dans les années 2015-2016. Et en fait, ce camp qui a rendu de grands services, en fait, qui a vraiment permis à des personnes de vivre plus dignement, en fait, à une fin assez tragique dans le cas d'un incendie, etc. Ils sont partis, MSF est parti après
après cela, comme de nombreuses associations, en fait, tant françaises que britanniques, parce que justement, la Grande Jungle, il y a eu beaucoup de monde, et c'était lié au contexte international, hein, c'était vraiment pas l'appel d'air de la frontière franco-britannique, ça, c'est vraiment lié au contexte international, beaucoup de monde, moins de monde ensuite, et puis surtout, le discours des autorités qui était, voilà, on a réglé le problème. Et le début de la lutte contre les points de fixation, le début de la politique d'invisibilisation totale des personnes exilées, qui a fait que c'était moins facile de financer des missions à la frontière, puisque il y avait plus de migrants, quoi. Et donc, moi, c'est comme ça que j'analyse le départ de, si ce n'est MSF, de nombreuses associations. Et puis, ils sont revenus en 2020, début d'année 2022, si je ne me trompe pas, à Calais sur un projet mineurs non accompagnés, santé mentale. Voilà, donc ils ont ouvert un accueil de jour pour les mineurs non accompagnés. Sur la deuxième question, pour les journaux dissidents, je pense que Jade, elle parlait du Journal des Jungles, qui est un journal qui a été créé par la plateforme des soutiens aux migrants, dont l'objectif de restituer la parole des personnes exilées. En fait, c'est vrai que, bon, moi j'ai dit que je trouvais que la politique d'invisibilisation fonctionnait. Jade, elle le conteste en disant, mais on arrive quand même à parler de Calais, et c'est vrai, je pense qu'on a toutes les deux raisons, c'est ça l'avantage. Mais dans le sens où, en revanche, moi j'ai le sentiment que la politique actuelle, elle met la situation des personnes exilées dans une double survisibilisation qui n'est pas exacte du point de vue de la singularité de leur personne, de leur parcours, etc. C'est-à-dire une visibilisation sous l'angle de la victimisation de la part des assos qui ont besoin d'alerter, qui ont besoin de récolter de l'argent, et donc qui dans leur discours font des personnes, réduisent les personnes exilées au statut de victime, ce qu'elles sont en partie, mais pas que. Et de l'autre côté, du côté de notre député, de notre maire notamment, un discours des personnes, sur les personnes exilées qui va être très criminalisant. Et je rejoins tout à fait. Franchement, le terme clandestin, même nous, on le voit, mais utiliser le retour du terme clandestin dans des journaux qui ne sont pas particulièrement de droite ou d'extrême droite pour parler des personnes exilées. Et du coup, ce journal des jungles, l'objectif, c'était de restituer la parole des premières concernées elles-mêmes. On a eu du mal à le mener ces derniers temps, parce que c'est un journal qui fonctionnait qu'avec des bénévoles, mais on a une prochaine résidence de ce journal en février. À chaque fois, on choisit un thème. Là, ce sera le thème de la médiation de l'interprétariat, de la langue, en fait. Voilà, mais il y a eu d'autres, ils sont disponibles en ligne sur le site de la plateforme de soutien aux migrants, et en fait, ça prenait la forme de résidence avec les personnes exilées, d'écriture, puis de mise en image. C'est un outil qui est très simple, en fait, c'est pas un outil d'information, mais c'est plutôt un outil de perception sensible, un peu de connexion, quoi, de rencontre de l'altérité. Et puis là-dessus, peut-être dire que le Secours catholique a aussi un projet qui s'appelle Parcours des invisibles, puisque dans leur accueil de jour, ils mettent à disposition du matériel pour dessiner. Les personnes dessinent énormément les violences dans le pays d'origine, énormément de drapeaux, énormément aussi les conditions de la traversée ici de la Manche. Et c'est aussi un projet qui, je trouve, permet de restituer un peu voilà, la voix des personnes exilées. Et sur un autre... et Jade a aussi parlé du média Quelle est la sociale, qui fait aussi un gros travail de visibilisation des luttes, assez sensible aussi, avec beaucoup d'interviews voilà, de personnes aidantes. Donc, j'espère que ça répond à la question, Jean-Baptiste. Voilà. J'ai pas noté les autres questions. Ah oui, la mise en relation. Ouais. Oui, la mise en relation. Moi, je suis plus salariée d'une association aujourd'hui. Quand je l'étais, j'avoue que je trouvais que c'était absolument nécessaire et en même temps absolument impossible à rentrer dans une charge de travail déjà assez monstrueuse. Mais donc Jade et Léa pourront peut-être témoigner de ça. Mais en revanche, il y a quand même, oui, des liens qui se font. On a organisé à Calais, à 2 reprises, un festival Fabrique d'Agir, où des gens des chercheurs, des personnes à d'autres frontières sont venus. Et là, il y a une fabrique d'Agir à Briançon, donc on a la chance, et Jade, Léa et moi, d'y aller. Donc c'est des moments effectivement de partage de pratiques qui sont extrêmement importants pour ne pas rester isolés. Et sur la question mais voilà, c'est souvent difficile en fait à rentrer dans... En fait, c'est tellement prenant, c'est tellement l'urgence ici, que parfois... parfois, il manque quelques heures dans la journée pour pouvoir faire ce travail de mise en lien. Enfin, ça passe régulièrement. Moi, j'avais le sentiment de le faire passer à la trappe, voilà, de pas totalement le prioriser. Et sur la dimension économique, c'est une bonne question. En fait, la question est très intéressante, je trouve, parce qu'elle permet de resituer
le fait que à la frontière, on croit que toutes les personnes qui sont là veulent aller en Angleterre. Or, au fil des études, c'est le résultat d'un rapport qui a été publié en 2014, c'est le résultat d'un rapport de Martha Lotto qui a été publié en 2022. Et de nouveau, le HCR a fait un rapport avec un petit échantillon statistique, hein, c'est 200 personnes à chaque fois, mais qui a été publié en 2024, qui montre qu'en fait, il y a entre un tiers et la moitié des personnes exilées à la frontière qui n'avaient pas pour objectif le Royaume-Uni en arrivant en Europe. Et qui, en fait, veulent aller au Royaume-Uni parce que c'est l'étape d'après dans un parcours où elles ont eu le sentiment de ne pas pouvoir vivre dignement, d'être rejetées à chaque étape. Donc, pas possibilité, par exemple, pour des personnes qui ont le statut de réfugié en Grèce, de travailler. Pas de possibilité, pas de perspective d'emploi non plus en Italie. En France, bloqué par le règlement Dublin, etc. Donc, Angleterre. Et la question que tu poses des alternatives économiques, je trouve qu'elle est intéressante parce qu'elle permet de dire, mais ce temps de blocage administratif, on peut en faire quelque chose qui sera utile pour la suite et qui permet d'attendre ce temps voilà, de manière moins inutile aussi de leur point de vue, qui est souvent un point de vue où il y a une urgence à envoyer de l'argent au pays. Hein. Les gens à Calais, par exemple, c'est beaucoup de personnes soudanaises pour lesquelles il y a vraiment une urgence à travailler, envoyer de l'argent. Le truc, c'est que dans l'urgence, on a essayé un tout petit peu d'envisager ça, d'essayer d'organiser, enfin voilà, on a essayé un peu d'organiser comme une communauté Emmaüs, quelque chose comme ça, au sein de la maison d'entraide et de ressources, qui est un lieu très très important dans cette ville, mais on a été dépassé par l'urgence. Et puis en plus, ces réflexions, elles sont arrivées à un moment où nous, dans le Nord, les communautés Emmaüs, elles ont fait l'objet de grèves des compagnons eux-mêmes sur des questions de racisme, de traite, etc. Et on s'est dit, c'était pas exactement le bon moment d'aller solliciter de l'échange de pratiques, etc. Alors même que parmi les compagnons, il y avait aussi des personnes que nos associations accompagnaient administrativement, etc. Donc voilà, la question, elle est très pertinente parce que tout le monde ne veut pas aller en Angleterre. En revanche, je crois qu'on n'est pas allé au bout de la réflexion parce que le modèle, en fait, parce que c'est pas si facile que ça, en tout cas nous, dans notre région, de trouver un modèle qu'on a envie de reproduire tel quel, quoi, et que c'était soumis à beaucoup de discussions. Et il y avait encore une toute petite question sur est-ce que vous êtes en lien avec le projet 1001 Territoire pour la Fraternité est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous avez... Moi non, mais je vais peut-être laisser. Je vois que Léa, elle allume son micro, donc elle a sans doute des trucs à compléter. Je vais laisser. Non, je voulais juste compléter ce que disait Juliette sur vraiment aussi la nécessité aussi de sortir du récit humanitaire ici, qui est très présent, mais aussi qui est alimenté par les financeurs en fait. Et ce type d'initiative, c'est extrêmement intéressant, et notamment pour toutes ces personnes qui souhaitent en effet s'installer en France et à Calais. Mais malheureusement, on a aussi du mal à avoir de l'argent pour ça, parce que ce qui est sexy à la frontière, c'est l'humanitaire et les femmes et les familles, en gros. Donc, il y a vraiment une nécessité aussi de valoriser, en fait, cette dimension plus sociétale et pas seulement humanitaire. Ce qui est un petit peu difficile parce que finalement, comme on dépend beaucoup des financements, alors au Secours catholique, on a la chance d'avoir plus de latitude par rapport à ça parce que c'est des financeurs privés, enfin des individuels en partie. Mais beaucoup d'associations, et Jade pourra en parler, dépendent des financements des fondations. Et donc, eux veulent financer un type d'activité. Et donc, c'est une sorte d'engrenage, en fait, où on est bloqué dans ces actions humanitaires. Voilà, et donc, on a de l'argent pour financer des choses humanitaires. Et après, on ne sait plus faire que de l'humanitaire. Enfin, voilà. Donc pour moi, il y a vraiment une nécessité à revaloriser à la frontière toute cette dimension plus sociétale et aussi s'inspirer les uns des autres. Et donc là, peut-être je peux faire le lien avec le projet 1001 Territoire. Pour moi, du coup, cette dimension sociétale et cette force de résistance créatrice, par exemple, à Calais, il y a énormément de choses qui se passent, nous qu'on fait, le parcours des invisibles dont parlait Juliette, qui se balade, on a vocation qui se balade un petit peu partout en France. Alors, pour l'instant plutôt sur le territoire, mais on est complètement ouvert aussi à l'envoyer un petit peu partout en France pour les personnes qui sont intéressées. On fait beaucoup de soirées interculturelles qui fonctionnent beaucoup, et dans ces soirées interculturelles, c'est que des personnes qui ne fréquentent pas l'accueil de jour ou nos actions à côté. On a aussi
un programme de parrainage qui fonctionne bien. On faisait des soirées aussi interreligieuses qui s'appelait Islamo-chrétienne et qui a changé de nom. Enfin, il y a beaucoup d'initiatives et il y a une vraie volonté de partager ces initiatives et on arrive à le faire au sein du réseau Secours catholique. Mais en effet, ce serait intéressant d'aller un petit peu plus loin. Comme l'a dit Juliette, on manque aussi de temps et on est un peu pris dans l'urgence. Mais en tout cas, je pense que nous, ce qu'on essaye de faire, malgré l'urgence, c'est vraiment à certains moments de vraiment se forcer à sortir de cette... Ah, c'est à nouveau bloqué. Réussir à construire ce nouveau récit en restant dans ce récit humanitaire. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Jade, tu peux compléter quelque chose ou bien je laisse la parole à Dominique qui a demandé Dominique du planning familial. Vas-y Dominique. Oui, bonjour, merci. Bonjour à tous et toutes. Oui, Dominique du planning familial actuellement à Rouen. J'avais envie de commencer par deux commentaires. Je rejoins Marianne sur le côté fort et de vos témoignages et que là le milieu hostile il est bien palpable et concret, hein, et que faut quand même être fortiche pour continuer dans de telles conditions. La deuxième réflexion, ça concerne le planning qui subit aussi des attaques en règle, mais qui n'ont vraiment pas la même couleur, j'ai envie de dire, même si c'est d'extrême droite aussi, parce que c'est plutôt les collectivités territoriales et l'État qui nous attaquent pour l'instant, et on a parfois des attaques concrètes de nos locaux, mais ça a vraiment pas cette dimension, et c'est sur tout le territoire, donc c'est assez diffus. Par contre, on constate également le même glissement dans les médias ou chez des politiques aussi, même alliés, de ce glissement sémantique de l'utilisation du vocabulaire de nos opposants qui passe dans les discours même de nos alliés parfois. Donc, c'est assez inquiétant. Et je voulais terminer par une question, puisque vous avez évoqué le délit de solidarité qui n'existerait plus. Je n'avais pas cette info. J'aurais voulu savoir quand il a été aboli. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Et quel effet ça a eu en fin de compte dans vos engagements? Jeanne ou Pardon, j'ai pas compris le début de la question. quand est-ce que le délit de solidarité a été retiré, a été annulé? En 2012, il me semble. Mais en fait, c'est marrant parce qu'on se rend compte aussi qu'il y a plein de gens qui ne sont pas au courant. Nous, par exemple, il y a beaucoup d'hébergeurs citoyens et à chaque fois, c'est beaucoup de pédagogie en fait pour leur dire que c'est pas illégal d'accueillir chez soi des personnes, c'est pas illégal de prendre chez soi des personnes dans sa voiture. Mais aussi parce que les personnes se font beaucoup plus arrêter quand elles ont des personnes exilées avec elles dans la voiture. Enfin, du coup, il y a toute une pédagogie en continu, alors que ça fait des années qu'il n'y a plus ce délit. Donc, c'est intéressant et justement, ça revient. Donc, cette nécessité de continuer à faire de la pédagogie et de réaffirmer ça. Mais je ne sais pas si Juliette ou Jade veulent le compléter. Bah, juste pour compléter sur la deuxième partie de la question, est-ce que ça a changé quelque chose dans notre quotidien? Moi, j'ai le sentiment que non, étant donné qu'il y a quand même eu les arrêtés anti-distribution, il y a ces amendes répétées, donc j'ai pas la sensation que ça a changé quelque chose. Et aussi, une question que je me posais aussi du fait que on s'empêche aussi, de permettre aux personnes de traverser la frontière de manière safe.
parce que c'est condamné, alors que ça serait littéralement sauver des vies aussi. Et c'était toute la polémique avec Cédric Herrou à l'époque à la Roya. Et donc, j'ai pas le sentiment que ça a changé des choses dans nos pratiques. Mais peut-être que ça serait pire s'il n'y avait pas eu ça, en tout cas. Merci. D'autres questions? Moi, je veux bien en poser une sorte de question. Oui, je vous entends parler de personnes exilées et moi là je suis en ce moment au Conseil de l'Europe où j'ai assisté hier à la commission migration de la conférence des organisations internationales non gouvernementales du Conseil de l'Europe et il parle de migrants. Et en fait, moi, ce terme, il me hérisse depuis toujours. Je me refuse à l'utiliser. Et d'ailleurs, il y a un très bon, il y a un très bon émission sur Mediapart d'un traducteur allemand qui parle du vocabulaire utilisé sous l'Allemagne nazie, etc. Enfin, comment le vocabulaire finalement a construit nos imaginaires. Et je pense que quand on parle de récit, c'est très important, il me semble, les mots qu'on utilise. Et je vois que depuis le début, vous parlez de personnes exilées. C'est le mot que moi j'essaye d'utiliser aussi. Pourquoi ce mot-là et qu'est-ce que vous inspire ce mot de migrant qu'on entend partout et qui pour moi déshumanise complètement les personnes? Je ne sais pas si Léa ou Jade, vous avez envie de répondre ou... Vas-y. Ouais, vas-y. Je peux donner un début et puis vous complétez parce que je sais pas, ça n'a pas fait l'objet de positionnement, je pense, de discussion spécifique, mais en tout cas, le terme migrant je pense qu'on s'en est départi dans les associations et sans doute vous aussi, après 2015-2016, où il était complètement désincarné. On avait beaucoup entendu à cette période-là des termes en fait naturalistes, enfin la vague, la submersion migratoire, etc., etc. Donc en fait, le sentiment qui ne disait plus rien de la réalité de l'exil, des parcours d'exil, des situations, du non-accueil, etc. Enfin, qu'il était devenu une catégorie très désincarnée, très réifiante en fait pour les personnes concernées. Et le fait de parler de personnes, donc remettre un peu cette identité, le fait d'être des êtres humains et d'exil pour parler aussi de ce déchirement et à la fois ce déchirement, à la fois du parcours et à la fois des difficultés de l'accueil. Mais j'avoue que moi, je trouve aussi que le terme personne exilée aujourd'hui, il me convient plus non plus. J'arrive plus non plus à l'utiliser et à me dire que à être à l'aise. Parce que je trouve aussi que finalement, l'avoir beaucoup utilisé sans réussir à créer d'effet, en fait, c'est ça. Le discours, le discours se banalise, il crée une habitude, il ne crée plus il ne crée plus de réaction, pas d'identification, et donc voilà. Mais je crois que ce qui est le plus difficile, moi, ce qui me choque le plus, c'est ce qui est le plus difficile à supporter, je pense ici, c'est l'allitération migrant mort en mer qu'on voit dans la Manche depuis l'augmentation des passages par la mer, qui est le même qu'on a vu en Méditerranée et qui ne suscite plus l'indignation que nous qui sommes en lien avec les proches des personnes décédées, les amis, les personnes naufragées qui étaient dans les bateaux, etc., on aimerait que cette allitération suscite. Et il y a une sorte, voilà, comme ça, d'épuisement du langage à dire la réalité. Et moi, je sais pas si vous avez de meilleures idées que personne exilée, parce que je trouve aussi que là, on est un peu que ça convient plus. Enfin, moi, ça me convient plus trop. Peut-être moi, si je peux ajouter. Oui, pardon. Ah non. Non, pardon, j'ai coupé la parole de qui? Je me suis pas Non, rendue non, compte. non, vas-y, je voulais donner Non, la parole à Anne après, mais qui Ah, pardon. a sa question. Non, je disais qu'au Secours catholique, il y avait une volonté de continuer à utiliser personnes migrantes, donc toujours quand même mettre personne devant pour essayer de réhumaniser, pour continuer justement à un petit peu investir ce mot qu'il est de fait utilisé en fait,
par une grande partie, très largement dans la sphère politico-médiatique. Donc continuer en fait à faire passer ces idées via ce mot. Voilà, moi je trouve ça assez intéressant, même si je suis assez d'accord avec Juliette, j'ai l'impression qu'on vient un petit peu peut-être au bout de cet exercice. En tout cas, voilà, je voulais dire qu'il y avait quand même une volonté en fait de continuer à ce que ce mot ne soit pas seulement utilisé par des personnes justement qui avec des discours stigmatisants, avec des représentations erronées, mais aussi par des personnes et par des associations qui continuent à vouloir mettre autre chose derrière cette dénomination personne migrante. Est-ce que ça fonctionne? Probablement pas, mais en tout cas, il y a une volonté, une volonté d'aller dans ce sens. Jeanne? Oui, pour compléter aussi, moi j'aime bien le terme personne précarisée parce que en fait, ce qui est un peu frustrant dans le milieu de l'exil et de la migration, c'est qu'ils sont en dehors de tout dispositif de droit commun. C'est comme si c'était des personnes à part du monde de la société. Je prends un exemple sur les foyers pour mineurs non accompagnés. On reçoive moins d'argent que les foyers pour les foyers d'enfants français, parce que l'État estime que les MNA ont plus de ressources et sont plus matures que les enfants français de l'ASE, et donc il n'y a pas besoin d'avoir autant d'argent. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait choquée l'année dernière quand je travaillais dans la protection de l'enfance, à quel point on sépare vraiment la personne étrangère du reste du monde de dispositifs de droit commun. Et donc, dans une approche un peu anticapitaliste que j'aime bien m'employer, c'est que c'est des personnes qui sont précarisées parce que ça englobe en fait un système de domination qui s'attale sur toutes sortes de personnes. Le problème, c'est pas que les personnes sont étrangères. Le problème, c'est que les personnes sont dominées par un système et qu'on les précarise et qu'on les met dans des situations de vulnérabilité par le fait qu'on leur octroie pas de visa, par le fait qu'on leur empêche de passer en Angleterre, par le fait que on les considère comme des sous-hommes. Et du coup, voilà. C'est un terme que j'utilise beaucoup pour aussi rattacher la pauvreté d'une manière générale et qu'est-ce que le système fait aux pauvres, peu importe en fait ta nationalité. Merci. Anne Thiron de Amnesty. Oui, non, je voulais juste signaler, là, je l'ai envoyé dans le chat, un ouvrage de la sociologue Karen Akoka qui a fait des recherches pendant plusieurs années justement sur la manière dont on a hiérarchisé les étrangers pour les classer finalement entre réfugiés et migrants. Avec le réfugié politique, légitime, et le migrant économique, entre guillemets, illégitime. Et elle a travaillé en particulier sur la manière dont l'OFPRA a évolué, puisque jusqu'au début des années 80, en fait, 90% des personnes obtenaient ce fameux statut de réfugié, et dans la manière dont la politique migratoire a évolué, et qui fait que cette classification, maintenant, elle est presque même pas remise en cause, alors qu'en fait, c'est totalement aberrant, quoi. Voilà, c'est juste ça. Et d'ailleurs, on l'a invité, nous, dans des rencontres interassociatives qu'on organise au mois de janvier, pour justement parler de ces deux notions et comment on a essentialisé le migrant comme illégal, entre guillemets, à cause de tout un historique, et que maintenant on entend les réfugiés d'avant, ils étaient plus vrais, les institutions étaient mieux, la Convention de Genève était plus adaptée, donc maintenant on remet en question la Convention de Genève. Enfin bon, il n'y a qu'à voir le pacte européen qui arrive, par exemple. Merci. Il nous reste quelques petites minutes. Est-ce qu'il y a encore une question, une réaction, ou est-ce qu'on clôture là? Alors, il
il y a eu beaucoup de choses dans le chat aussi. On fera un petit, on va faire un compte rendu, hein, évidemment, de cette rencontre. On vous enverra tous les liens, tous les infos. Et moi, je considère qu'on va continuer évidemment nos échanges et nos dialogues, voir aussi comment éventuellement tout ce que nos ressources peuvent venir aussi vous soutenir. Je pense notamment à l'Observatoire des libertés associatives. Donc on reste en lien. Je vous remercie encore beaucoup pour ces échanges très très riches, et on envoie à tout le monde, à toutes les personnes qui étaient présentes ce matin, le compte rendu. Alors est-ce qu'une de vous trois veut encore dire quelque chose, ou est-ce que Moi, je voulais dire merci. Moi, je voulais dire merci, mais j'imagine de notre part à nous trois, pour l'invitation, et voilà, redire, on sait que c'est compliqué sur l'ensemble des territoires, enfin que la baisse des financements des associations, la montée du Rassemblement national, Jade, elle disait ça, les affres du capitalisme, en fait, le monopole dans les médias, en fait, tout ça, c'est pas que propre à Calais. Mais Calais, c'est vrai qu'on se sent parfois très isolé, qu'on sait que c'est un laboratoire, que l'hostilité, elle est extrême, et que avoir ces temps d'échange, pour nous, c'est extrêmement important politiquement, parce que ça lutte contre quand même la volonté, enfin, ça lutte contre l'invisibilisation, mais aussi, c'est Calais, en fait, on peut pas tenir s'il y a que nos associations. On a beau être très, très soudés et se serrer les coudes, ça tient parce qu'il y a de la solidarité qui vient d'ailleurs. Et donc, en ce sens, un grand merci vraiment sincère pour cette invitation et cet échange qui a beaucoup de sens pour nous. Pour nous aussi. Bon, donc on a trouvé du sens tout cela. Moi, je trouve que ça nous donne à voir un miroir aussi, qui est très très important de garder, de bien garder en tête. Et donc, à continuer, quoi. À continuer. Merci. Bonne Merci journée. beaucoup. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.